Alors on y va, première vidéo. On va parler ensemble de la notion d'ensemble, sans faire de mauvais jeu de mots. Première partie du chapitre 1. Dans cette section-ci de la matière, on va définir au sens mathématique ce qu'est l'idée ou l'idéologie autour de l'ensemble mathématique. On va parler du vocabulaire qui tourne autour. On va aussi parler des opérations qui s'attachent à ces ensembles-là. Donc, sans plus attendre, on va définir ce qu'est un ensemble. Vous avez déjà ça dans vos notes de cours à la page 3 du chapitre 1. On a une belle définition de ce qu'est un ensemble, en gros ce que c'est. C'est un regroupement où on utilise aussi le terme collection d'objets ou d'êtres humains, des concepts ou des choses qui peuvent se regrouper ensemble autour d'une seule ou de plusieurs caractéristiques qui les définissent. Je prends par exemple cette boîte de crayons à tableau blanc ici. Cette boîte-là contient des crayons à tableau qui sont tous rouges. Ben, cette boîte-là, c'est l'ensemble de mes crayons à tableau blanc qui sont rouges. Ici, chacun des éléments de mon ensemble représente un crayon à tableau blanc qui est rouge. Ensuite de ça, ben, je l'ai mentionné, hein, j'ai dit qu'un crayon c'était un élément de mon ensemble. On retrouve juste à la suite de ça la définition de ce qu'est un élément. C'est ce qu'on va utiliser pour faire référence à ce qui se trouve dans notre groupe, dans notre ensemble, au sens de ce cours-ci. Donc un élément, on vous le donne aussi à la page 3, vous avez aussi cette définition-là, c'est un ensemble, un élément ou un objet plutôt qui fait partie de notre ensemble ici, donc en particulier un crayon rouge dans ma boîte à crayon rouge. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on fait référence maintenant à ces ensembles-là et comment est-ce qu'on fait référence à nos éléments? Donc, premièrement, on va se donner une petite notation. Vous avez aussi ça en bas de la page 3, si je me souviens bien, peut-être en haut de la page 4, là, dans ce coin-là. On va dire que lorsqu'on parle d'un ensemble, on va utiliser une lettre majuscule. Par exemple, l'ensemble grand A. Le grand A ici va faire référence à un ensemble. Dans ce cas-ci, si je voulais en donner un exemple d'ensemble, je pourrais prendre les nombres pairs qui sont entre 0 et 20. 20 exclus dans ce cas-ci. Donc, je pourrais avoir l'ensemble 0, 2, 4, 6, 8, etc. jusqu'à 16, 18. Et là, j'ai dit que le chiffre 20 était exclu. Donc, j'ai terminé mon ensemble ici. Donc, l'ensemble grand A, ça représente les nombres pairs de 0 à 20 en excluant le nombre 20. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé une lettre majuscule pour définir mon ensemble. Si je voulais aller chercher un élément de cet ensemble-là, j'utiliserais une lettre minuscule. Donc, par exemple, l'élément petit a, ça pourrait être le premier chiffre de mon ensemble. Donc, ça pourrait être 0 dans ce cas-ci. Ce qu'on a à retenir ici, c'est que lorsqu'on va parler d'ensemble, on va parler de lettres majuscules. Lorsqu'on va parler d'éléments, on va parler de lettres minuscules. Et dans notre ensemble, dans notre groupe ici d'éléments, on va avoir des caractéristiques particulières. Ici, notamment dans l'exemple que je vous ai donné, ce sont des nombres pairs entre 0 et 20, en excluant le 20. On pourrait aller chercher toutes sortes d'autres choses. Hein. On pourrait parler notamment des voyelles de l'alphabet. Donc, on pourrait se donner l'ensemble B. Et cet ensemble-là, on va le remplir avec les voyelles de l'alphabet. On les connaît, on a A, E, I, O, U et Y, même si Y c'est une semi-voyelle. Et dans ce cas-ci, on remarque que notre ensemble contient des lettres minuscules. Il va falloir faire attention ici, ça pourrait arriver que nos ensembles contiennent déjà des lettres minuscules, parce que des lettres minuscules, ça fait partie des choses ou de concepts qui pourraient se retrouver dans un ensemble. Donc, il faut faire un petit peu attention ici. Évidemment, si jamais je vous donne un ensemble avec des lettres minuscules, je vais m'assurer que les lettres sont très distinctes, probablement même entre guillemets, juste pour qu'on fasse une belle distinction dans notre travail. Et à ce moment-ci, dans cet ensemble-là ici, je pourrais vouloir indiquer quelques informations sur ce qui se trouve dans mon ensemble. J'ai déjà déterminé que ce sont des voyelles de l'alphabet. Je pourrais vouloir déterminer aussi que la lettre I fait partie de mon ensemble B. Donc pour ça, on va introduire un symbole qui est très simple. Le symbole appartient à un genre de E un peu cursif. Là. Et ce E-là, il nous indique que la voyelle I appartient à quoi? Elle appartient à notre ensemble B, qui se trouve à être les voyelles de l'alphabet. On pourrait aussi aller chercher qu'est-ce qui ne fait pas partie de l'ensemble B. Je pourrais prendre notamment
la lettre N, et cette lettre-là, ben, c'est pas une voyelle, on le sait. Donc cette lettre-là, elle n'appartient pas. Donc on prend le symbole appartient, on met une barre dessus, et on dit que cette lettre-là n'appartient pas à notre ensemble B. On a toutes sortes d'exemples comme ça qui peuvent être tracés. Vous en avez d'autres dans vos notes de cours. Je vous invite à aller les voir. On parle notamment des nombres naturels. On parle aussi des ensembles de couleurs qu'il y a dans un jeu de cartes, juste pour vous donner à peu près c'est quoi le range qu'on a de choses qui peuvent être représentées par des ensembles. Et voilà, par la magie du cinéma, on a fait apparaître un nouveau tableau. Donc, à ce moment-ci, on parlait d'un rappel des ensembles de nombres. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. On a 5 grandes catégories pour nous aujourd'hui. Il y en existe d'autres. En mathématiques, il y a d'autres catégories de nombres, mais c'est ceux qui nous intéressent. Vous les connaissez normalement déjà. On est supposé avoir passé par ça au secondaire, donc vous devriez être déjà familier avec la plupart, mais on se le rappelle quand même juste pour être certain. Donc, on commence avec le premier niveau de nos nombres. On parle ici des nombres naturels. Les nombres naturels, on a un ensemble qu'on appelle grand N, et on l'inscrit de cette façon-là. Cet ensemble-là, c'est le premier ensemble mathématique qu'on rencontre dans notre vie. On parle ici là, de compter sur les doigts. Donc, par exemple, sur les doigts, si je lève aucun doigt, j'ai 0. Si j'enlève 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, etc. comme ça. Et ces nombres-là, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils ne peuvent pas aller dans le négatif parce que je ne peux pas avoir moins 1 doigt ou moins 4 doigts. Donc, cet ensemble-là, on l'écrit de la façon suivante, 0, 1, 2, etc. comme ça. Et ça va à l'infini. Un nombre naturel, c'est tout simplement un nombre qui est entier et qui est plus grand ou égal à 0. Donc, ça pourrait être 6 comme ça pourrait être 48 millions, ça reste un nombre naturel. Ensuite de ça, si on prend les nombres naturels et qu'on va chercher aussi les nombres naturels avec un signe négatif devant, donc on va chercher un petit peu l'opposé de ces nombres-là, on trouve ce qu'on appelle les nombres entiers. Ces nombres-là sont dénotés par un ensemble grand Z, encore une fois un ensemble qui a une façon d'être écrite particulière plutôt, parce que c'est un ensemble très connu en mathématiques. Dans ce cas-ci, on a encore le 0, 1, 2, etc. Mais on a de l'autre côté des nombres naturels, donc des nombres négatifs, donc moins 1, moins 2, etc. aussi. Même principe qu'avec les naturels, on peut aller très haut et très bas dans les entiers. Moins 48 millions, c'est un entier. Ça fait partie des nombres entiers, des nombres Z dans ce cas-ci. On continue avec ce qu'on appelle nos nombres rationnels. Rationnel, ce que c'est tout simplement un nombre qui pourrait être entier, qui pourrait être naturel, ou qui pourrait être une fraction. Donc, si je prenais par exemple 1 sur 2, 1 divisé par 2, ça me donne 0,5. C'est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que je peux l'écrire sous la forme d'une fraction. Si je prenais par exemple le nombre pi, vous connaissez la grande constante du cercle, cette constante-là, elle ne peut pas être écrite sous la forme d'une fraction. Donc, ce n'est pas un nombre rationnel. C'est un nombre qu'on va appeler irrationnel un petit peu plus tard. Les rationnels, on les note avec l'ensemble Q, encore une fois un petit peu écrit d'une façon spéciale comme les autres pour le distinguer. Et dans cet ensemble-là, on a tous les nombres qui sont des fractions. Donc là, je vais en lister quelques-unes fractions plutôt. On ne les voit pas toutes, on va voir comment écrire cet ensemble-là correctement plus tard. Pour l'instant, ce ne sera pas une manière qui fonctionne parce que ce n'est pas une extension admissible, mais c'est pour vous donner une idée. Donc quelque chose comme une demi, 3 aussi, ce serait bon. 7 sixièmes, 25 quarts, etc. comme ça. On parle de fractions, on parle de nombres qui peuvent être écrits de façon entière ou de façon fractionnelle, et même que ça pourrait être négatif, donc je vais rajouter un moins devant mon 7 sixièmes. De l'autre côté, les irrationnels, à l'inverse des rationnels, ce sont des chiffres qu'on ne peut pas écrire sous la forme de fractions. Donc, ces irrationnels-là, on va commencer par les appeler Q', donc un Q avec un apostrophe, et ici, on ne va pas voir comment définir exactement une extension, une compréhension de cet ensemble-là. On va tout simplement dire que ce sont des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction.
on parlait tantôt du nombre pi. Je vous rappelle rapidement, pi, on a environ 3.14, 15, plein d'autres chiffres. Il y a un développement infini à pi ici. Donc, on ne peut pas aller écrire pi sous la forme d'une fraction. Ce qui veut dire que ce nombre-là, c'est un nombre qui est irrationnel. C'est ce qu'on appelle les nombres irrationnels. Finalement, une fois qu'on a vu ces 4 premières catégories-là, ben, qu'est-ce qui se passe si on les met ensemble, ces catégories-là? On se rend compte premièrement que les rationnels contiennent les entiers et les naturels. Donc, les rationnels sont déjà suffisants pour définir les 3 premiers. Et ce qu'il y a de particulier dans les rationnels, c'est qu'on peut écrire sous la forme de fraction le nombre. Si on ne peut pas l'écrire sous la forme de fraction, on va chercher les irrationnels. Et si on voulait regrouper ces deux catégories-là, donc tous les nombres qui ne sont pas des fractions et tous les nombres qui en sont, on va parler ici des nombres réels. Les nombres réels, un R encore un petit peu particulier par rapport à la notation qu'on avait déjà. Et dans ce cas-ci, les réels, on va dire que ce sont tous les nombres rationnels et irrationnels en même temps. Les réels, c'est les chiffres qu'on utilise, les nombres qu'on utilise le plus souvent. On va aussi voir qu'en informatique, on va utiliser des naturels et des entiers plus souvent qu'autrement, mais des réels en mathématiques, c'est très utile. On voit rapidement quel est le rapport entre chacun de ces groupes-là, de ces ensembles-là. Vous l'avez déjà dans votre manuel, c'est juste pour qu'on puisse suivre là, rapidement sur le tableau. Donc, on va représenter ces 5 ensembles-là de la façon suivante. On va commencer par un ensemble qui est les naturels. Dans cet ensemble-là, on va aller construire les entiers. Je vous rappelle que les naturels, ce sont les chiffres 0, 1, 2, etc. Et que les entiers, ce sont les naturels qui existaient déjà, plus les chiffres moins 1, moins 2, etc. comme ça, dans le négatif. Donc, déjà ici, avec ces deux cercles-là, on a construit les deux ensembles qui nous intéressent. Avec ça ici, si on englobe le tout d'un genre de carré, on pourrait construire ce qu'on appelle les rationnels. Les rationnels, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chiffres fractionnaires, des entiers, des naturels. Donc on pourrait avoir une demi, on pourrait avoir moins 7 sixièmes, on pourrait avoir toutes sortes de fractions dans nos rationnels. Et à ça, on ajoute à l'opposé les nombres irrationnels. Et là, cette fois-ci, ces nombres-là, ce sont des nombres qui ne peuvent pas être des fractions, ce ne sont pas des entiers, ce ne sont pas des nombres naturels, ce sont des nombres à développement infini. On a notamment quelque chose comme pi qui a un développement infini. On a d'autres constantes. Hein. On pourrait avoir la constante de Neper, qui est une autre constante en mathématiques. Je ne me souviens plus du développement de celle-là. Mais c'est le même principe. Donc, c'est des nombres qui ont des développements infinis. Et lorsqu'on a fini ce gros rectangle-là, ben, on peut aller chercher l'ensemble de nos rationnels et de nos irrationnels pour former ce qu'on appelle les réels. Donc les réels, ce sont l'ensemble de nos nombres qu'on connaît pour ce cours-ci. Je vous rappelle que j'ai dit au début qu'il existait d'autres ensembles de nombres. Il y en a d'autres, mais nous, on ne les voit pas, on va s'arrêter ici. Si vous continuez un petit peu en algèbre linéaire, vous allez peut-être voir le prochain niveau qui serait les complexes, les nombres imaginaires, mais nous, on s'arrête aux nombres réels. Ceci étant dit, dernier petit rappel important par rapport à ces notions-là. On va avoir aussi des opérateurs sur nos ensembles. On va ajouter notamment l'astérisque qui va nous indiquer une information particulière là, lorsque je donne par exemple les entiers avec un astérisque. Ce que ça veut dire, c'est que je vais avoir quand même 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Mais au lieu de passer par 0, je vais sauter par-dessus et je vais aller directement au nombre négatif. Donc, l'étoile, ici, notre petite étoile sur notre nombre entier, ça indique qu'on enlève le 0 de notre ensemble. On va aussi avoir l'opérateur plus. Cet opérateur-là, le plus, ça indique que tous les nombres dans notre ensemble seront strictement plus grands que 0. Ça veut dire que pour les entiers, notamment, on enlève tout ce qui est négatif et ce qui est égal à 0. Donc, on va avoir seulement 1, 2, 3, etc. Et là, ça ici, par exemple,
c'est un ensemble qu'on pourrait associer au naturel sauf 0, au naturel avec une étoile. Ça fait partie des possibilités qu'on a avec nos opérateurs. On a aussi le moins en contrepartie pour les entiers, par exemple. Donc, moins ici, ce sera plus petit strictement que 0 plutôt que plus grand. Donc, on va avoir moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et on arrête lorsqu'on arrive à moins 1. Maintenant qu'on se souvient pas mal des ensembles de nombres en mathématiques, on va parler de l'écriture de ces ensembles-là. On va voir deux façons d'écrire un ensemble au point de vue mathématique. J'en ai parlé rapidement tantôt, notamment j'ai mentionné extension, on le définit ici. Et ensuite de ça, on va voir deux ensembles particuliers. Deux ensembles qui sont aux antipodes. Hein. Les deux sont, chacun sont à l'inverse de l'autre. Et dans ce cas-ci, on va voir qu'est-ce qu'on fait pour représenter ces ensembles-là. Donc, on commence avec l'écriture. On y va avec l'extension. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on écrit un ensemble en extension? Ben, on est en train de dire qu'on fait une liste entre accolades qui représentera tous nos éléments dans un ensemble. Donc, notamment, on pourrait se donner l'ensemble A qui représente les voyelles de l'alphabet. Donc, A, E, I, O, U, Y. On voit qu'entre accolades, j'ai indiqué toutes les voyelles de l'alphabet. Dans ce cas-ci, cet ensemble-là, écrit de cette façon-là, contient vraiment tous les éléments de mon ensemble qui représentent les voyelles de l'alphabet. Donc, on est allé les lister au complet dans ce cas-ci. On pourrait aussi faire appel à des points de suspension. Donc, lorsqu'on parle notamment des nombres naturels, ces nombres naturels-là, ben, on ne peut pas tous les écrire hein, parce qu'ils sont nombreux. L'infini, c'est pas mal gros, surtout vers la fin. Donc, on va avoir 0, 1, 2, 3. Et lorsqu'on a commencé à voir le pattern qui apparaît, on utilise les points de suspension. Et à ce moment-ci, ben, on décrit l'ensemble de nos éléments à l'aide de trois petits points ici qui sont là pour indiquer au lecteur qu'il y a plus de nombres que ces quatre premiers-là, mais que ces nombres-là vont respecter le même principe que ce qu'on a indiqué ici. Ensuite de ça, on va parler des ensembles qui sont en compréhension. Les ensembles en compréhension, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. C'est un petit peu plus difficile à saisir parce que ça demande une abstraction un petit peu plus grande au point de vue mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on est en train de décrire un ensemble en compréhension? Ben, en gros, on est en train de donner une courte description des éléments. On va pas les lister au complet. On parle notamment un peu là, comme les nombres rationnels tantôt. Je ne pouvais pas faire une liste complète de toutes les fractions qui existent parce qu'il y en a beaucoup. Mais en compréhension, on peut donner une meilleure façon, une meilleure description de ce que ça va représenter un nombre rationnel. On dit qu'on décrit ça à l'aide d'une courte phrase. Cette phrase-là, elle peut être purement mathématique, elle peut être en mots aussi en français, en autant qu'on comprenne qu'est-ce qui se trouve dans l'ensemble. On va voir, surtout dans votre cas en informatique, vous allez voir que ça arrive des fois que vous faites des dictionnaires et que ces dictionnaires-là vont contenir des mots qui décrivent quelque chose. Ben, vous pouvez pas avoir une description mathématique de l'ensemble des mots de votre dictionnaire. Donc, c'est important d'être capable quand même de le décrire avec une courte phrase qui peut être en mots également. On pourrait avoir en particulier l'exemple des réels moins. Les réels moins, je vous rappelle que ce sont les nombres réels qui sont négatifs purement, donc plus petits strictement que 0. Dans ce cas-ci, ben, notre description, on pourrait utiliser de la notation mathématique en disant que ce sont les variables x, un nombre réel, donc x fait partie des réels, et j'utilise la notation mathématique telle que, donc une barre droite à la verticale, et j'indique la caractéristique que x doit respecter. Donc je vais dire par exemple que x est strictement plus petit que 0. Cette notation-là, purement mathématique, c'est celle qui est la plus complexe quand on parle des ensembles mathématiques, quand on écrit nos ensembles mathématiques. Souvent, c'est plus difficile parce qu'on a une abstraction mathématique à faire à la dernière étape ici. Hein. J'ai indiqué que c'était des nombres réels. Et j'indique qu'est-ce que ces nombres réels-là ont de particulier. Dans ce cas-ci, ils sont plus petits que 0. On pourrait aussi avoir une description plus complète en mots de notre ensemble. Par exemple, je pourrais avoir l'ensemble B qui se trouve à être
les saisons de l'année. Donc, les saisons de l'année, on les connaît. Hein? On a le printemps, on a l'été, on a l'automne et on a l'hiver. Mais plutôt que d'écrire les 4 saisons, je vais tout simplement écrire ce sont les saisons de l'année. Et comme j'ai confiance que mon lecteur sait qu'est-ce que sont les saisons de l'année, je vais laisser ça comme ça, puis il pourra faire le bout du chemin qui lui permet d'aller chercher qu'est-ce que c'est les saisons de l'année. Ça fait le tour pour extension compréhension. Donc, ce qu'on a à retenir, c'est que l'extension, c'est une liste qui est souvent exhaustive là, des éléments de notre ensemble. Donc, on va indiquer quels sont les éléments de cet ensemble-là. On peut faire appel au point de suspension lorsque l'ensemble est beaucoup trop gros. On parle des naturels, des entiers, des types d'ensemble de nombres comme ça. Et par la suite, en compréhension, on va aller ajouter une description, qu'elle soit mathématique ou pas, de nos éléments, juste pour être certain qu'on représente correctement notre ensemble mathématique initialement. On peut aussi décrire purement en mots, là, écrire B, l'ensemble des saisons de l'année, mais lorsqu'on fait une démarche mathématique, ça vaut la peine d'aller chercher la notation mathématique. Si vous êtes comme moi, vous allez devenir paresseux, surtout en mathématiques, et vous allez préférer utiliser des notations simplifiées plutôt que d'écrire des longues phrases. Ça nous sauve beaucoup de temps, surtout que B, ça se peut qu'on l'utilise souvent. Ça se peut qu'on utilise un ensemble qui est complexe à définir plus souvent, donc on va utiliser la notation mathématique pour simplifier notre travail. Ensuite de ça, on parle des deux ensembles particuliers dont je vous parlais plus tôt dans cette vidéo-là. On va voir ensemble l'ensemble vide et l'ensemble universel. L'ensemble vide, pas grand-chose à dire là-dessus. C'est tout simplement un ensemble qui contient aucun élément. Cet ensemble-là, il est vide. Ça le dit dans le terme. Donc, par exemple, l'ensemble S qui contient rien, hein, un ensemble vide. Ce sera l'ensemble vide. Et cet ensemble-là, comme il est particulier, on va le noter avec un 0 et une barre qui passe dedans. Ce symbole-là, à partir de maintenant, ça veut dire l'ensemble vide. Essayez pas d'utiliser ça pour couper quelque chose dans votre démarche. Si vous mettez ça ici, ça veut dire ensemble vide, et il faut y faire très attention parce que l'ensemble vide a des propriétés particulières, notamment le fait qu'il n'y a aucun élément dedans, mais encore, il y a d'autres éléments qui peuvent arriver plus tard. Ceci étant dit, cet ensemble vide-là, on va voir que il va être la solution de certains problèmes qu'on va se donner, certaines équations qu'on va devoir résoudre. Par exemple, une équation qui n'a aucune solution, on va dire que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Donc, c'est pour ça qu'on veut en parler, on veut se souvenir de cet ensemble-là. À l'opposé, on va avoir l'ensemble universel. Cet ensemble-là, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il contient tous les éléments qui vont être associés à un contexte. Par exemple, si notre contexte, c'est de parler des nombres, disons, nombres entiers, si on parle des entiers, l'ensemble universel qu'on va noter grand U, ce sera égal aux entiers. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'ensemble universel comme étant l'ensemble oméga. Si vous avez déjà écouté des films d'action, il y a même des gens qui disent qu'ils sont l'alpha et l'oméga. Ça fait référence à l'ensemble universel. L'ensemble universel ou l'ensemble oméga, c'est l'ensemble qui contient tout ce qui nous intéresse. Par exemple, là, je suis en train de donner de la matière sur un tableau. Mon tableau, ce serait un peu l'ensemble universel de ce que je donne dans cette section-ci du vidéo. Tout est contenu dans ce tableau-là. On a ici un ensemble qui est universel parce que c'est l'ensemble qui contient vraiment tous les éléments de notre contexte. Pourquoi est-ce qu'on précise l'ensemble universel? Tout simplement parce que ça va arriver dans certains contextes qu'on va aller chercher ce qu'on appelle des sous-ensembles. Les sous-ensembles, ça va être une petite partie de notre ensemble. Donc, par exemple, si je vais chercher dans les naturels et que je vais chercher seulement les nombres impairs, les nombres 1, 3, 5, 7, etc., comme ça, ce sera un sous-ensemble des naturels. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire référence à notre ensemble universel, notre ensemble oméga, qui serait les naturels initialement. Donc, deux ensembles qui vont revenir, qui vont être utilisés surtout lorsqu'on va parler des propriétés des opérations, des résultats aussi de certains calculs. Donc, ensemble vide, ensemble universel. On pourrait définir ça tout simplement comme étant l'ensemble qui a rien puis l'ensemble qui a tout. C'est assez simple, c'est un et l'opposé de l'autre, les deux sont aux antipodes dans ce cas-ci.
Il nous reste plus qu'une dernière chose à aborder pour cette vidéo-ci. On va parler finalement des deux types d'ensembles qui vont nous intéresser cette session-ci. On va parler des ensembles finis et des ensembles infinis. Et là, encore une fois, la définition, le nom de ces ensembles-là, le nom de ces types d'ensembles-là est très expéditif. Hein? On parle d'un ensemble fini lorsqu'on a un nombre fini d'éléments. On peut parler notamment, encore une fois, de nos lettres de l'alphabet. On avait... Bon, mes accolades sont de moins en moins belles, vous vous en rendez compte, je vais essayer de faire mieux que ça. Donc, on avait nos lettres de l'alphabet, nos voyelles A, E, I, O, U et Y. Bien ici, on a un nombre fini de voyelles. On en a 6 dans ce cas-ci. Donc, on a un nombre fini d'éléments. On pourrait avoir aussi l'ensemble, sans que ce soit bien précisé, on pourrait avoir l'ensemble qui contient 1, 4, 7, puis 23. Ces 4 nombres-là sont, les éléments de mon ensemble B. Et ici, comme on a seulement 4 éléments, on a un ensemble qui est fini. De l'autre côté, si jamais on n'est pas capable d'avoir un nombre fini d'éléments, on va plutôt parler d'un ensemble qui est infini. Cet ensemble-là qui est infini, ben c'est tout simple, on a un ensemble qui contient un nombre infini d'éléments. On en a vu des ensembles comme ça, notamment les ensembles de nombres. L'ensemble des naturels 1, 0, 1, 2, 3, etc. Vous voyez, j'ai utilisé des points de suspension ici. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de nombres dans les naturels. Il y en a une infinité. Donc, l'ensemble des naturels, c'est un ensemble qui est infini. On pourrait aussi parler des entiers, qui sont aussi infinis. On les a vus tout à l'heure, ceux-là. On a aussi les réels, les rationnels, les irrationnels. En réalité, les ensembles de nombres sont souvent infinis, à moins qu'on soit dans une situation particulière où on a restreint les nombres qu'on peut avoir dans notre ensemble. Donc, on a un ensemble infini lorsqu'on a un nombre infini d'éléments. Ça peut arriver que ce soit d'autres choses que des nombres qui soient infinis. Ça pourrait être quelque chose qui fait référence au temps, notamment le temps qui ne s'arrête pas. Donc, on pourrait avoir toutes sortes d'ensembles qui sont infinis, mais nous, typiquement, ce seront des ensembles de nombres qui vont être infinis. Ceci étant dit, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui dans cette section-ci. Donc, à ce moment-ci, ça devient à vous de jouer. Donc, vous avez du travail à faire à la maison. Dans vos notes de cours à la page 6, il y a la série d'exercices 1.1 qui contient 3 numéros. Quelque chose d'assez simple, c'est juste pour revenir sur les quelques notions qu'on a vues. Notamment là, écrire en extension, écrire en compréhension et déterminer si certains éléments font partie d'un ensemble qu'on a déjà fait. Donc, allez voir ça, faites ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Écrivez-moi par Mio. Si ça ne fonctionne pas, ou écrivez-moi par Teams. Teams, c'est le plus rapide pour moi. Utiliser Teams, là, c'est super efficace. Ça me permet de vous répondre instantanément et ça me permet, instantanément, avec un certain délai là, si je ne vois pas le message, mais lorsque je vois le message, je peux vous répondre immédiatement et ça va beaucoup mieux que Mio. Mais si jamais vous n'êtes pas habitué avec Teams encore, utilisez Mio. Je vous demande là, progressivement, si vous n'êtes pas habitué encore avec Teams, d'aller vers Teams, ça va être beaucoup plus facile pour le reste de ce cours-ci. Ceci étant dit, ça fait le tour pour aujourd'hui, donc je ne vous gosse pas plus longtemps que ça. On se revoit dans une prochaine vidéo, là on va parler notamment des diagrammes de Venn ensemble par la suite.